C'est l'heure du journal sur A12 Télévision et voici les titres. Séisme en Turquie, des populations surprises dans leur sommeil. Bilan provisoire, 3600 morts. Au Mali, la junte expulse le chef de la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Au Ghana, l'arrivée de réfugiés burkinabés laisse craindre des infiltrations de djihadistes. Accra commence déjà à prendre des mesures sécuritaires. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. 6 janvier, il est environ 3 heures du matin dans le sud de la Turquie et au nord de la Syrie quand soudain la terre se met à trembler. C'est un séisme d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter qui en quelques secondes laisse désarmer des immeubles qui s'effondrent. Au lendemain de ce tremblement de terre, le bilan humain, toujours provisoire, ne cesse d'augmenter. Aux 1602 morts signalés en Syrie s'ajoutent les 3419 victimes déclarées par le vice-président turc Fuat Oktay, portant aussi le bilan total provisoire à au moins 5021 morts. Sur place, un sinistre indescriptible, comme on peut le voir dans ce reportage de France 24. Avec une vigilance extrême, cet habitant parcourt les décombres d'un immeuble effondré. Soudain, un signe de vie. Parlez très fort! Un cri de femme déchirant. Comme vous pouvez le voir, il y a un homme ici. Il est mort. Et personne n'est venu retirer son corps. Et on entend la voix d'une femme là-dessus. Ces habitants d'Hatay, dans le sud de la Turquie, attendent désespérément l'arrivée des secours. Les parents de cet homme se trouvent sous les décombres. On les entend, ils appellent à l'aide, ils demandent à être secourus, mais on ne peut pas les secourir. Comment le pourrait-on? Personne n'est venu depuis ce matin. Personne. Regardez autour de vous. Regardez. Des milliers de personnes sont ainsi piégées sous des ruines en Turquie. Près de 5000 immeubles se sont effondrés lundi dans le pays, à la suite d'un violent séisme de magnitude 7,8 et de dizaines de répliques, dont une particulièrement forte. Comme ici à Elazig, à 300 km de l'épicentre. Face à l'ampleur de la catastrophe, les secours sont débordés. Partout, c'est une course contre la montre pour extraire des survivants, mais les opérations sont gênées par la nuit et les intempéries. Ici, à Diyarbakir, d'importantes chutes de neige paralysent l'aéroport. Des milliers d'habitants désormais sans abri passent la nuit dehors dans le froid. D'autres ont pu se réfugier dans des mosquées, des stades, des centres commerciaux ou encore dans cette salle de mariage. Après ce séisme, le plus important depuis celui d'août 1999 qui avait fait 17 000 morts, les autorités ont décrété un deuil national de 7 jours. Et en Syrie, la situation est tout aussi chaotique qu'en Turquie face à l'afflux de blessés que l'on compte par milliers après le tremblement de terre qui a fait plus de 3000 morts. Les hôpitaux dans les villes du nord touchées par le séisme sont débordés. Une course contre la montre est engagée pour secourir les victimes du séisme mortel de magnitude 7,8 et ses répliques qui ont secoué le nord de la Syrie et le sud de la Turquie voisine jusqu'à lundi matin. Dans le nord-ouest de la Syrie, Osama Abdelmid et sa famille ont été transférés dans l'hôpital de Darkouch après l'effondrement de leur immeuble. الحمد لله رب العالمين وصلنا لهون وتمت الإسعافات الأولية والحمد لله رب العالمين على قضاء الله. البناء مؤلف من 4 طوابق. 3 طوابق ما حدا طلع منهم طاول. الله كتب لي عمر جديد. الحمد لله. Rien qu'en Syrie, le bilan provisoire dépasse les 700 morts et plus de 2000 blessés. Le personnel soignant est dépassé par les arrivées. After the earthquake, we started to receive many cases, hundreds of casualties. We know and we have information that hundreds of patients are still under the debris. The situation is too bad. We need urgent help. L'hôpital Al-Rama se trouve dans une zone contrôlée par les rebelles anti-régime. La population syrienne est déjà très affectée par des années de guerre. Des combats qui avaient déjà fragilisé de nombreuses infrastructures. Comme la Turquie, la Syrie a demandé de l'aide internationale.
Et cap sur le Mali, la saga des expulsions de personnalités diplomatiques se poursuit. Ce dimanche, la junte a annoncé sa décision d'expulser le chef de la division des droits de l'homme de la MINUSMA et que les autorités de transition accusent de partialité dans le choix des témoins devant s'exprimer devant l'Assemblée générale de l'ONU. Cette expulsion survient alors que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est en déplacement à Bamako pour 48 heures. C'est un discours qui a mis le feu aux poudres, celui d'une défenseur des droits de l'homme prononcée à l'ONU il y a 10 jours, très critique envers la junte malienne et ses nouveaux alliés russes, impliqués selon elle dans de graves violations. La réponse des militaires est sans appel. Le chef des droits de l'homme de la mission de maintien de la paix doit quitter le Mali. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a notifié la décision du gouvernement de déclarer persona non grata M. Guillaume Ngefa Atondoko Andali, directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Par conséquent, l'intéressé devra quitter le territoire national dans un délai de 48 heures. Selon les autorités maliennes, Andali manque de neutralité dans sa sélection des témoins qui interviennent lors des sessions du Conseil de sécurité des Nations Unies. La MINUSMA est opérationnelle au Mali depuis 2013. Elle a été mise en place pour stabiliser le pays en proie à l'époque à des insurrections armées. Un but auquel ont participé les troupes françaises de Barkhane présentes aussi sur le territoire jusqu'à leur retrait en 2022. Un retrait conséquence de la montée des tensions entre Paris et Bamako et le déploiement du groupe Wagner. Des paramilitaires russes accusés de crimes de guerre, tout comme les forces gouvernementales. En janvier, des experts de l'ONU ont réclamé une enquête indépendante à la rencontre. Mais selon la junte, les mercenaires de Wagner sont uniquement des formateurs et dans les troupes locales. La décision d'expulser le chef des droits de l'homme de la MINUSMA intervient alors que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est au Mali ce lundi. Une visite pour fortifier un partenariat sécuritaire et défensif, espèrent les autorités maliennes. Le Ghana est-il en passe de devenir une cible pour les groupes djihadistes opérant au Burkina Faso? L'arrivée de réfugiés burkinabés sur le sol ghanéen laisse craindre des infiltrations d'éléments radicaux en territoire ghanéen. Accra commence déjà à prendre des mesures sécuritaires. On regarde. Après l'attaque de son village par les djihadistes l'année dernière, Halima a quitté le Burkina Faso pour le Ghana. Chaque jour, elle scrute son village de l'autre côté à moins de 2 km. Mais pas facile pour elle de retourner au Bercail, la menace terroriste étant encore palpable. C'est mon pays, mais maintenant, là, nous, on a peur du Burkina. Burkina n'est plus le bois. Non. Burkina. Ah, on tue les gens comme des poulets maintenant. Mais l'arrivée des réfugiés burkinabés inquiète. Accra craint une infiltration des djihadistes avec un accès facile au Burkina, au Togo, au Bénin et au Niger à proximité. Les frontières restent poreuses. Oui, c'est une menace réelle parce que les gens voient des populations quitter le Burkina Faso pour le Ghana et bien sûr, on leur explique pourquoi elles fuient. Et nos populations se demandent si cela va aussi arriver au Ghana. C'est une réelle préoccupation. Frontières poreuses, faible présence de l'État dans le nord nourrissent cette appréhension. Face à la menace, l'armée dit avoir établi des bases avancées le long de la frontière. Nous impliquons également l'armée, la police, l'immigration et tout cela parce que vous savez que notre frontière est très poreuse. Ce que nous faisons, c'est de placer ces éléments au niveau de la frontière afin qu'ils puissent agir en cas de problème à ce niveau. L'année dernière, les autorités ghanéennes soutenues par Ouagadougou ont capturé 2 djihadistes présumés qui avaient trouvé refuge au Ghana après avoir été blessés à la frontière. Au Burkina Faso, les restes de l'Est numéro 1 du Conseil national de la Révolution Thomas Sankara seront inhumés sur le site du Conseil de l'Entente, là même où il avait été tué avec 12 autres personnes le 15 octobre 1987. Cette initiative des autorités de transition ne rencontre pas l'assentiment de la famille qui a décidé de ne pas s'associer à ces obsèques.
C'est dans ce mausolée érigé à Ouagadougou que seront inhumés les restes de Thomas Sankara au cours de ce mois, selon l'annonce faite par les autorités du Burkina Faso. Mais la famille de l'ex-président assassiné en 1987 avec 12 de ses compagnons a annoncé dimanche qu'elle boycottera la cérémonie. Elle s'oppose au choix du mémorial Thomas Sankara situé sur le site du meurtre de l'ex-président. Un lieu inadéquat pour toute la charge qu'il recèle, expliquent ses proches, qui optent pour un site qui apaiserait les esprits. Enterrés une première fois dans un cimetière en périphérie de Ouagadougou, les corps de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons avaient été exhumés le 25 mai 2015 pour les besoins d'une procédure judiciaire. Le procès de son meurtre s'est soldé par la condamnation de son successeur Blaise Compaoré à la prison à perpétuité par contumace en avril. Au Cameroun, 2 semaines après la découverte du corps sans vie de Martinez Zogo, l'enquête sur le meurtre du patron d'Amplitude FM commence à porter ses fruits. Ce lundi, la police a annoncé l'arrestation de l'homme d'affaires Jean-Pierre Belinga et de plusieurs de ses proches. Le point dans cet élément. 2 semaines après la mort du journaliste camerounais Martinez Zogo, la gendarmerie a procédé ce lundi matin à l'interpellation de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, réputé proche de plusieurs ministres et hauts responsables de l'exécutif camerounais. Il est détenu dans les locaux du secrétariat d'État à la Défense. Son arrestation a été confirmée par le groupe Anecdote, dont il est le patron. L'ex-commandant de la garde présidentielle, le colonel à la retraite, Omba Bomba, serait aussi tombé dans les mailles du filet des enquêteurs, de même que Bruno Bidjang, journaliste de la chaîne de télévision Vision 4, appartenant à l'homme d'affaires. Enlevé le 17 janvier par des inconnus dans la banlieue de la capitale camerounaise Yaoundé devant un poste de gendarmerie, Arsène Salomon Bani Zogo, dit Martinez, 50 ans, avait été retrouvé mort 5 jours plus tard. Son corps a manifestement subi d'importants sévices. Vendredi, Reporters sans frontières avait dénoncé un crime d'État dans une ambiance de guerre de succession, voire de déstabilisation majeure du régime du président Paul Biya. Je vous invite à me suivre au Rwanda pour aller à la découverte de cet homme qui, las de vivre sans électricité, a réussi une prouesse. Il a mis au point une mini-centrale hydroélectrique qui sert à alimenter une partie de son village. Ceci avec le soutien de la Compagnie nationale d'électricité. Reportage. Lassé de vivre dans un village sans électricité, un Rwandais a construit sa propre centrale hydroélectrique. Aujourd'hui, grâce à Israël Abimana, les personnes qui étaient obligées de fermer leurs portes à double tour au coucher du soleil envisagent une nouvelle vie. Je ne suis jamais allé à l'école, mais cela ne m'a pas empêché de faire ce que je voulais, même si ça a été très difficile. Je visitais souvent la mini-centrale hydroélectrique des religieux. J'ai observé et j'ai fait la même chose. La centrale d'Israël emploie une quinzaine de personnes et quand bien même il n'a pas encore récolté les fruits de ses investissements, il se réjouit de favoriser le bien-être de ses voisins. J'ai construit cette centrale pour que ma vie et celle des autres changent. Je suis fier de ce que j'ai fait et je crois que je suis entré dans l'histoire de ce quartier. J'ai apporté ma contribution pour améliorer la vie de nombreuses personnes. Il y a des activités commerciales qui surgissent chaque jour et je suis heureux. Privée d'électricité depuis environ 15 ans, la famille de Jacqueline Niraïra a récemment été alimentée par la centrale hydroélectrique. Néanmoins, la centrale étant trop petite pour produire suffisamment d'énergie, 120 autres familles attendent encore. Avec l'arrivée de l'électricité, beaucoup de choses vont changer dans ma famille. Nous allons pouvoir regarder la télévision. Mes enfants vont étudier le soir. Il y aura plus de sécurité, car maintenant la maison est éclairée. Bien qu'Israël ait reçu des investissements de la part du groupe gouvernemental Rwanda Energy, il a rencontré des obstacles liés à la disponibilité des matériaux.
Nous avons soutenu Israël. Nous l'avons même aidé de différentes manières. Et nous l'encourageons à continuer, car cette zone de Kiréé a besoin d'électricité, car le réseau n'arrive pas encore à proximité. Selon Rwanda Energy Group, le nombre de foyers ayant accès à l'électricité dans le pays est passé de 10% en 2010 à 75% en 2022. Un mot de culture, on part au Maroc. Le musée Mohamed VI de Rabat abrite une exposition dédiée à la promotion des œuvres d'art béninois. 30 artistes du Bénin y exposent des œuvres, parmi lesquelles certains objets sacrés dérobés aux Dahomey pendant la colonisation. On suit ce reportage. Plus de 30 artistes béninois sont exposés au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain à Rabat, au Maroc. Cet échange culturel qui vise à promouvoir l'art contemporain béninois est une première dans l'histoire artistique des deux pays. Le Maroc est ainsi la première nation à accueillir l'exposition Art du Bénin hier et aujourd'hui de la restitution à la révélation dans sa section contemporaine. Cette exposition est la suite de celle qui a été organisée au Bénin et elle portait sur les 26 trésors récupérés par le Bénin auprès de la France. Elle comportait deux parties. La première partie était liée à ces trésors archéologiques et ethnographiques et la deuxième partie était liée aux arts plastiques. L'objectif de l'exposition est de promouvoir les œuvres d'art contemporain du Bénin, mais aussi de mettre en valeur son histoire et sa culture qui ont fortement influencé les artistes. Ces œuvres sont organisées en 3 stations principales liées à la culture béninoise en général, à la manière dont cette culture s'est enracinée et à la manière dont les croyances et la religion dominante au Bénin ont dominé la perception générale des artistes. كيف أن المعتقدات والديانة السائدة في البنين طغت على التصور العام عند الفنانين. Les 34 artistes béninois présentés au musée utilisent tous les types de médiums, de la sculpture à la peinture, en passant par la vidéo. Des thèmes comme l'avenir de l'humanité font partie des questions posées par les œuvres. C'est pas du tout ce que j'attendais comme exposition, donc je suis ravie de cette découverte. Je m'attendais à une exposition classique de masques, de costumes cérémoniels. Or là, on a un travail d'artistes jeunes, plein d'audace. Le Bénin a choisi le Maroc en raison des relations amicales entre les deux pays, dans l'espoir de voir se multiplier les partenariats culturels sur le continent. Art du Bénin, hier et aujourd'hui, de la restitution à la révélation, est présenté jusqu'au 15 mai 2023 à Rabat, au Maroc. Ainsi donc se referme ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain en compagnie de Hadji Raymond. Prenez soin de vous et surtout, restez sur A12 Télévision.